Pourquoi vous continuez à regarder les vidéos sans liker, sans commenter, sans vous abonner à la chaîne? Eh bien, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous encourage à le faire. Et je remercie tous ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Je suis Woodnell Lucien, votre youtubeur historien actuel du moment. Cette semaine, je vais vous présenter l'histoire de la Caraïbe et des Antilles. Restez branchés jusqu'à la fin pour mieux vous enrichir sur le sujet. Le nom serait dérivé d'Antilia, une île fantôme située à l'ouest de l'Espagne. Une des premières mentions de cette île figure sur la carte de Pisigano en 1424. Autre hypothèse parfois évoquée, le nom viendrait du portugais Antillas, qui signifierait les îles d'avant, le continent. L'archipel des Antilles forme un arc de cercle de 3500 km de long, s'étendant depuis Cuba jusqu'au large du Venezuela. Elle représente 235 830 km² de terre émergée pour 42 millions d'habitants. Les plus grandes villes sont La Havane, Port-au-Prince, Santo Domingo, avec une trentaine de pays. Les populations précolombiennes auraient commencé à migrer du Venezuela vers 5000 ans avant Jésus-Christ en s'installant dans l'archipel des Antilles. On parle de période pré-céramique en raison de l'absence de poterie. Vers 500 ans avant Jésus-Christ, cette période débute par le Saladoïde. Elle est caractérisée par l'apparition de la céramique. Originaires de la vallée de l'Orénoque au Venezuela, les Arawaks se sont répandus dans les Caraïbes. Le terme Arawak désigne une famille linguistique appartenant à la culture saladoïde. Les Taïnos qui se sont installés dans les grandes Antilles en font partie. La poterie est pratiquée avec beaucoup d'art selon une technique très précise et les céramiques sont très décorées. Ils gravent des dessins symboliques sur de la pierre. On en trouve de nombreux sur le site des roches gravées à Trois-Rivières en Guadeloupe. La pêche et la chasse sont également pratiquées, mais l'agriculture reste prioritaire et les villages sont construits sur les flancs des volcans où la terre est plus fertile. À partir de 700 ans après Jésus-Christ, on assiste à une évolution. Les céramiques sont plus grossières, moins décorées. Bien que l'agriculture soit toujours pratiquée, la mer et la pêche prennent une place plus importante. Les lieux d'habitation commencent à changer et s'installent dans les mangroves. C'est le début de la période Caraïbe. Selon les récits historiques, les Arawaks ont été exterminés par les Caraïbes. Ces derniers ayant mangé les hommes et gardé leurs femmes, ce qui expliquerait qu'à l'arrivée des colons, les femmes parlaient Arawak et les hommes un mélange d'Arawak et de Caraïbes. Des études infirment cette thèse et tendent à montrer qu'il s'agit d'une simple évolution au sein d'une même culture. Les Arawaks sont aujourd'hui encore présents au Venezuela, au Suriname et en Guyane. Les Caribes avaient de longs cheveux noirs et plats qu'ils entretenaient avec de l'huile de carapate. Ils enduisaient leur corps de teinture de roucou, qui les protégeait des piqûres de moustiques et du soleil. Les hommes se paraient de caracolis. Les Caribes étaient avant tout un peuple de marins, vivant de la pêche, de la chasse et de l'agriculture. La pêche représentait la plus grande part de leur alimentation. Ils utilisaient des pirogues creusées dans un tronc d'arbre et composant une voile en coton. Le gommier, longtemps utilisé par les pêcheurs antillais, ainsi que l'aïole, se sont inspirés de ces pirogues. Les Caribes cultivaient principalement les racines de manioc, dont ils faisaient une farine, la moussache, qui servait à la fabrication de galettes, la cassave, ou, une fois fermentée, d'une boisson alcoolisée, le huico. Les familles vivaient dans des cases faites de bois, de feuilles. Groupés en tribus dans un village, les villages étaient organisés autour de grandes cases communes, destinées aux assemblées et aux fêtes. Corbeilles des hommes, corbeilles des femmes. Mais ils construisaient également des huttes au milieu de leur culture où il leur arrivait de dormir. Ils fabriquaient leurs arcs en bois vert très dur et les flèches en tiges de roseau. Le boutou, massue en bois sculpté, leur servait également d'arme. Le mot est resté dans la langue créole et signifie gourdine. Ils pratiquaient la poterie et la vannerie et fabriquaient entre autres des paniers et des nasses. Les meubles et ustensiles utilisés étaient des hamacs d'origine caraïbe, des tables dont le dessus était fait une corbeille fabriquée en vannerie où ils mettaient la cassave, le poisson ou la viande. Des vases en terre cuite, des plats en terre cuite, toujours utilisés aux Antilles, des canaries, des cuits. Des paniers en vannerie de forme allongée servant à extraire le sucre des racines de manioc. Des rôtes tressées en roseau, catoli, portés par des femmes. Certains de ces noms sont toujours présents dans la culture antillaise, de même que certaines traditions artisanales, telles que la fabrication de paniers ou de poterie. Les Caribes demeurent aux Antilles pendant près de 6 siècles avant d'être chassés et exterminés par les colons européens. L'île de Saint-Vincent, laissée aux Caraïbes comme territoire neutre en 1660, a également abrité, à partir de 1675, les Caraïbes noirs appelés Garifunas ou Garinagu, mélange de Caraïbes rouges et d'esclaves noirs.
L'île ayant été remise aux Anglais en 1783 lors du traité de Versailles, environ 5000 Garifunas ont été déportés dans l'île de Roatan sur les côtes du Honduras. Ils se sont par la suite dispersés sur les côtes du Belize, du Honduras ou du Nicaragua. Beaucoup ont émigré aux États-Unis. Il reste aujourd'hui environ 2000 Caraïbes dans une réserve de l'île de la Dominique. Christophe Colomb, navigateur italien né à Gênes en 1451, était un marin intrépide, persuadé, à la lecture des récits de Marco Polo, de pouvoir atteindre le riche territoire des Indes en passant par l'Atlantique. Après s'être vu refuser l'appui de plusieurs souverains d'Europe pour son projet d'expédition vers la Chine et le Japon, il propose ses services à Isabelle Ier, reine de Castille, qui lui accorde en 1492, outre le titre d'amiral et de vice-roi des terres découvertes, 3 caravelles espagnoles, la Niña, la Pinta et la Santa Maria. L'expédition quitte le port de Palos en Andalousie le 3 août 1492, avec à son bord un équipage de 90 hommes. Le voyage s'avère plus long que prévu, et Christophe Colomb doit calmer les esprits de son équipage qui est au bord de la mutinerie. Le 12 octobre 1492, les Taïnos de l'île de Guanami, dans l'archipel des Bahamas, voit arriver 3 énormes embarcations. L'explorateur, persuadé d'avoir atteint sa destination, découvre un peuple qu'il nomme les Indiens. Il baptise l'île San Salvador. Le peu d'or présent sur cette île encourage Christophe Colomb à pousser plus loin son expédition. Il aborde le 28 octobre à Cuba. Il pense être au Japon. Il nomme cette île Oana, du même prénom que la fille des rois catholiques. Il arrive ensuite le 6 décembre à Haïti, qu'il appelle Isla Española, dont on fera Hispaniola, et où il trouve enfin de l'or. La Santa Maria s'échoue le 25 décembre, et Christophe Colomb fait construire sur l'île le fort Navidad, où il laisse une partie de ses hommes avant de rentrer en Espagne, où il est accueilli en héros. Mais son ambition de fonder une colonie à Hispaniola le pousse à entreprendre un deuxième voyage encore plus important. Il repart le 25 septembre 1493 avec une flotte composée de 17 caravelles et environ 1500 hommes. Le vaisseau de Christophe Colomb porte le nom de Marie-Galante. Il souhaite tellement voir la Terre que la première île qu'il découvre le 3 novembre 1493 est baptisée la Désirade. Dans le même mois, il découvre également Marie-Galante, la Dominique, la Guadeloupe, Montserrat, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Antigua et Barbuda, puis en avril 1494, Porto Rico et la Jamaïque. Lorsqu'il aborde à nouveau l'île d'Hispaniola, il constate que le fort Navidad a été détruit et ses hommes tués. Il fonde alors plus loin la première colonie du Nouveau Monde qu'il nomme la Nueva Isabela, en hommage à la reine de Castille et dont il confie le gouvernement à son frère Bartolomeo, qui réduira les Indiens taïnos en esclavage et les contraindra aux travaux forcés pour extraire l'or des mines. Christophe Colomb rejoint l'Espagne, où on le croyait mort, le 11 juin 1493. Une troisième expédition part le 30 mai 1498, au cours de laquelle le sud des Caraïbes est exploré. L'île de Trinidad est découverte en juillet, et en août 1498, Christophe Colomb arrive à l'embouchure du fleuve de l'Orénoque. Il vient d'atteindre les côtes du Venezuela. Il explore également, lors de ce voyage, des îles de Saint-Vincent et Grenade. Mais il doit à nouveau se rendre sur l'île d'Hispaniola qu'il a quittée depuis près de 3 ans. En Europe, la reine Isabelle de Castille et le roi Ferdinand ont eu vent de la désorganisation de la colonie d'Hispaniola. Ils envoient sur place Francisco et de Bobadilla, qui arrêtent Christophe Colomb et son frère Bartolomeo Colomb. Fin 1500, ils sont envoyés en Espagne enchaînés afin d'y être jugés. Après avoir perdu son titre de vice-roi, l'amiral Christophe Colomb peut malgré tout repartir pour une dernière expédition le 9 mai 1502. Il découvre Mandinina, l'île aux fleurs, le 15 juin 1502. Christophe Colomb la baptise la Martinique. Il longe les côtes du Honduras sans trouver l'or tant recherché. Ce voyage est un échec et Christophe Colomb rentre en Espagne en novembre 1504. Malade et méprisé, il meurt le 20 mai 1506 à Valladolid. Ses restes seront transportés en 1736 dans la cathédrale de Saint-Domingue où il repose. Ses descendants, les ducs de Veragua, ont toujours fait partie des grands d'Espagne. Je voudrais bien voir la clause du testament d'Adam qui m'exclut du partage du monde. Par cette phrase célèbre, le roi français de l'époque François Ier aurait remis en cause le traité de Tordesillas. Dès le début du XVIe siècle, Français, Anglais, Hollandais, exclus du partage des terres dans le Nouveau Monde, tentent de profiter de ces richesses par la force. Des confréries de marins aventuriers voient le jour et des pirates sillonnent la mer des Caraïbes afin de piller les navires espagnols chargés d'or.
La première colonie des îles d'Amérique est établie par les Espagnols sur l'île d'Haïti dès 1496. Ils poursuivent leur colonisation avec Porto Rico en 1508, la Jamaïque en 1509 et Cuba en 1511. Une fois l'or de Cuba épuisé, l'île devient un point de départ pour l'exploration du Mexique. Les Espagnols prennent possession de la quasi-totalité des îles des Petites Antilles au nom de la couronne, mais ne parviennent pas à s'y installer. Repoussés par l'intrépide peuple caraïbe, ils se concentrent ensuite sur les terres continentales, Mexique, Venezuela, sans pour autant perdre de vue les Petites Antilles. Exclus du partage du monde par le traité de Tordesillas, traité traçant les limites territoriales entre les deux pays, tout ce qui avait déjà été découvert ou serait découvert en Amérique revenait ainsi à l'Espagne, tandis que le Portugal pouvait coloniser l'Afrique et la pointe orientale du continent sud-américain qui deviendra le Brésil. Exclus de ce traité, les Français, les Anglais, puis les Hollandais commencent dès le XVIe siècle à financer des expéditions privées, aventuriers qui attaquent les galions espagnols, marchands d'esclaves contre des produits exotiques. Certains parviennent à s'installer en prétextant aux Caraïbes des alliances pour combattre les Espagnols. Alliances qui aboutiront en fait à l'extermination du peuple caraïbe, de même que cela s'était produit dans les Grandes Antilles. Au XVIe siècle, Portugais et Espagnols sont à la tête d'un immense empire colonial. Les Amérindiens présents sur les îles à leur arrivée leur ont opposé une forte résistance. Beaucoup ont été massacrés et leur nombre a considérablement diminué. En 1537, le pape Paul III condamne par écrit l'esclavage des Amérindiens. En 1550, les théologiens espagnols Juan Guinness de Sepúlveda et Bartolomé de Las Casas s'opposent au sujet du sort des Amérindiens. Qui sont-ils ? Le premier pense que ce sont des êtres inférieurs, alors que le deuxième affirme qu'ils ont une âme. Ce débat, appelé la controverse de Valladolid, a lieu en présence du légat du pape qui se prononce en faveur de la théorie de Las Casas. Le monopole du Nouveau Monde par l'Espagne et le Portugal est de plus en plus contesté par les grandes puissances coloniales, qui sont également tournées vers une politique de mercantilisme. Angleterre, France et Hollande se livrent dès le XVIIe siècle à la traite. Les expéditions du trafic triangulaire durent en moyenne 18 mois. Les grandes habitations regroupent des terres destinées aux cultures, canne à sucre, café, coton, les ateliers de production de maisons de maîtres, des dépendances, les cases des esclaves. Les colonies des Antilles ont connu un véritable essor grâce à l'utilisation intensive des esclaves dans les habitations sucrières organisées de façon rigoureuse. Le Code noir en 1685, Louis XIV promulgue le Code noir rédigé par Colbert avant sa mort. Les esclaves y sont traités comme des biens mobiliers. L'article 38 concerne le marronnage. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour où son maître l'aura dénoncé en justice aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule. La résistance des esclaves s'est organisée dès le début de la traite, à bord d'un navire négrier. Ensuite, dans le refus d'intégrer la culture européenne qu'on tente de leur imposer, ils continuent de pratiquer leur rite religieux et la résistance se fait dans les chants, la danse, les traditions orales. Ils résistent aussi par le suicide ou chez les femmes l'avortement. Puis vient le marronnage. Ils fuient les plantations pour se réfugier dans les hauteurs des colonies. Les marrons se réunissent dans des camps où certains restent pendant plusieurs années. Les colons organisent des patrouilles armées avec des chiens dressés à les retrouver et ceux qui ont pris sont torturés, mutilés ou tués selon la durée du marronnage. Des textes officiels sont prévus en ce sens, comme le Code noir. Bien avant que des idées abolitionnistes émergent chez les Européens, les Noirs se sont battus au prix de leur vie pour leur liberté. En France, les événements de la Révolution française sont étroitement liés à l'histoire des colonies. Parmi les opposants à la monarchie se trouve la Société des Amis des Noirs, fondée en 1788 sur le modèle des Britanniques, et qui sera plus tard présidée par l'abbé Grégoire. Après la prise de la Bastille, les droits féodaux sont abolis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est adoptée. Dans les colonies, plus que jamais, les esclaves aspirent à la liberté et les libres de couleur à l'égalité. Les révoltes s'organisent. En 1791, la révolte des esclaves de Saint-Domingue débute. Menée par Toussaint Louverture, au pied du mur, les commissaires de la République envoyés pour établir l'ordre libèrent les esclaves en 1793. La Convention se soumet à cette décision et abolit l'esclavage dans toutes les colonies françaises en 1794. La Martinique, qui vient d'être prise par les Anglais, n'applique pas le décret. En Guadeloupe, il est appliqué, mais le travail forcé remplace l'esclavage. La Réunion et l'île de France, île Maurice, refusent d'appliquer le décret. L'Espagne est encore loin de penser à l'abolition. La révolution de Saint-Domingue a profité à Cuba,
qui est en passe de devenir le premier producteur mondial de sucre grâce à l'introduction massive d'esclaves. Les champs de marron se développent en 1796. Les autorités coloniales mettent en place un règlement afin de combattre le marronnage. Dans les colonies françaises, l'esclavage est rétabli par Napoléon Bonaparte, devenu consul en 1802. Des commissaires civils sont chargés de se rendre dans les colonies pour faire appliquer ce décret. En Guadeloupe, le métis Louis Delgrès organise la résistance. Le 28 mai 1802, Delgrès et ses 300 hommes, presque à court de munitions, sont contraints de se replier sur les hauteurs de Basse-Terre. Poursuivis par les soldats de Napoléon, bien plus nombreux, respectant leur devise « Vive libre ou mourir », ils se font sauter à l'explosif. À Saint-Domingue, Toussaint Louverture est fait prisonnier et le combat est repris par Jean-Jacques Dessalines. Après la défaite de l'armée napoléonienne, la colonie devient la première république noire en 1804. Ensuite, il va y avoir l'indépendance de la République dominicaine en 1844, plus précisément le 27 février 1844, et l'indépendance de Cuba le 20 mai 1862. Les Antilles, après la Seconde Guerre mondiale, ont bénéficié dans la seconde moitié du XXe siècle du grand mouvement de la décolonisation. Même si c'est moins qu'ailleurs, certaines îles ont pris leur indépendance, parfois obtenue seulement à une époque très récente. Jamaïque, indépendant en 1962, Trinidad et Tobago, 1962, la Barbade, 1966, Bahamas, 1973, la Grenade, 1974, Sainte-Lucie, 1979, Saint-Vincent et les Grenadines, 1979, Antigua et Barbuda, 1981, Saint-Kitts et Nevis, 1983. D'autres ont vu leur statut évoluer. La Martinique et la Guadeloupe sont devenus administrativement des départements d'outre-mer de la France. En 1946 et des régions à partir des années 1990, Aruba a fait sécession des Antilles néerlandaises en 1986, mais est restée une possession des Pays-Bas. Les nombreux territoires d'outre-mer du Royaume-Uni dans les Antilles sont île Caïman, île Vierge, Britannique, Anguilla, Montserrat, Turcs et Caïcos ont également connu une autonomie croissante. Ajoutons que les États-Unis conservent toujours des possessions dans les Antilles, Porto Rico, l'île de la Navage que le conteste Haïti et les îles Vierges. Enfin, merci de m'avoir suivi et prêté attention. J'espère que vous avez appris l'essentiel sur le sujet. Notre prochaine vidéo se portera sur les cultures et le mode de vie des peuples caraïbéens. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. À bientôt.